Je repose mon front une seconde contre la portière de l'ambulance et le froid du métal me fait du bien. 3 heures du matin, une odeur d'essence et de pluie sur le bitume, et lui, encore lui, qui descend de son camion rouge de l'autre côté de la rue avec cette démarche tranquille qui ne colle jamais à l'urgence de la situation. C'est la 3e fois en 1 mois que nos routes se croisent sur un appel. La première fois, c'était un accident de scooter avenue Foch, et j'avais à peine remarqué son visage sous le casque. La 2e, un feu d'appartement rue des Lilas, il portait une petite fille évanouie par la fumée, et il me l'avait posée dans les bras avec une douceur qui m'avait étonnée chez un homme aussi carré, aussi silencieux. Et maintenant, un homme âgé tombé dans son escalier, la hanche cassée probablement, et lui qui coordonne déjà ses collègues pompiers pour dégager le passage avant même que je sorte ma trousse. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, et je suis félichesse dure. Pardon, féleg à l'INSA. Bon, je recommence. Je suis auxiliaire ambulancière depuis 6 ans, et avant cette nuit-là, je croyais connaître par cœur toutes les variations de la fatigue, tous les visages que le manque de sommeil peut donner à un homme. Lui, il avait un visage que la fatigue rendait presque plus beau, ce qui n'est pas juste, franchement, et je me souviens avoir pensé exactement ça en montant les escaliers derrière lui, mon sac à l'épaule. « Encore vous », dit-il, sans se retourner, en poussant la porte de l'appartement. « La ville n'est pas si grande, on dirait. » « Ou alors c'est vous qui suivez mes appels », je réponds, et je regrette aussitôt, parce que ça sonne presque comme un flirt, et je ne flirte pas pendant le travail. Jamais. C'est une règle que je me suis fixée depuis l'histoire avec Julien, mon collègue d'avant, qui avait confondu proximité professionnelle et sentiments amoureux, et qui m'avait laissé avec une réputation à reconstruire dans tout le service. Il rit, un rire bref, presque étouffé, comme s'il ne voulait pas le laisser sortir entièrement. Peut-être bien. Le vieux monsieur s'appelle Monsieur Berthier, il a 83 ans, il vit seul depuis que sa femme est partie l'année dernière, et pendant que je pose l'attelle et que je vérifie sa tension, il me raconte, entre 2 grimaces de douleur, qu'il descendait chercher le chat qui s'était sauvé sur le palier. Le pompier. Je ne connais toujours pas son prénom à ce moment-là. S'accroupit près de nous et retrouve le chat en question, une petite chose grise, tremblante, cachée sous le radiateur, et il le tend au vieil homme avec un sourire qui n'a rien de professionnel, quelque chose de purement humain, de tendre. C'est ce détail-là qui me reste, en redescendant les escaliers avec le brancard. Pas le sauvetage, pas l'urgence, mais ce geste inutile et généreux avec un chat qui n'avait besoin de rien d'autre que d'être trouvé. Sur le trottoir, pendant que mon collègue Karim range le matériel dans l'ambulance, le pompier s'approche de moi, ôte son casque, et pour la première fois, je vois vraiment son visage en pleine lumière. Il a peut-être 32, 33 ans, une cicatrice fine au-dessus du sourcil gauche, et des yeux d'un brun presque doré sous les lampadaires. « Adrien », dit-il en tendant la main, comme si on se rencontrait à une soirée, et non sur le trottoir d'un immeuble à 3 heures du matin. « Camille ». Sa main est chaude, rugueuse, et je la lâche un peu trop vite. 3 fois en 1 mois, Camille. Je commence à croire au destin, ou alors nos centrales se sont donné le mot. C'est sûrement les statistiques. Il y a plus d'urgence la nuit dans ce quartier. Je dis ça d'un ton sérieux, presque professionnel, pour couper court à quelque chose que je sens grandir et que je ne veux pas nommer. Il hoche la tête, mais son sourire ne bouge pas. Les statistiques, bien sûr. Les semaines suivantes, je me surprends à espérer les appels compliqués, ceux qui nécessitent les pompiers, et cette pensée me fait honte. Parce qu'espérer un accident pour revoir quelqu'un, c'est une drôle de façon d'aimer, si on peut appeler ça aimer. Ma collègue Sarah, avec qui je partage les gardes de nuit depuis 2 ans, finit par remarquer mon sourire idiot quand la radio annonce une intervention conjointe. « Toi, tu penses aux pompiers du hangar », dit-elle un soir, en buvant son café dans la salle de repos, cette petite pièce au fauteuil défoncé où on passe plus de temps à attendre qu'à dormir vraiment. N'importe quoi. Mais je sens mes joues chauffer, et elle éclate de rire. « Camille, tu as vérifié ton téléphone 4 fois en 10 minutes. » Elle n'a pas tort. Et peut-être que c'est là que je devrais me poser la vraie question. Celle qui compte, est-ce raisonnable de vouloir quelqu'un qu'on ne rencontre que dans le pire moment de la vie des autres ? Est-ce qu'un amour né dans l'urgence, dans l'adrénaline, dans la peur partagée pour un inconnu, peut vraiment durer une fois que le calme revient ? Je n'ai pas de réponse, et je crois que beaucoup de gens qui travaillent dans ce genre de métier se posent la même question, sans jamais oser y répondre franchement. La 5e rencontre arrive un soir de novembre, et celle-là n'a rien d'un hasard heureux. Un carambolage sur la rocade, la pluie qui tombe si fort que les warnings clignotent comme des lucioles perdues dans le brouillard. Je travaille sur une jeune femme coincée dans sa voiture pendant qu'Adrien et son équipe découpent la portière, et pour la première fois je le vois vraiment travailler de près, sans la distance du trottoir. Il est méthodique, calme au milieu du chaos, il parle à la victime d'une voix posée pour la garder consciente pendant que les outils hurlent autour de nous. Je remarque qu'il a une manière de dire « ça va aller » qui ne sonne jamais comme un mensonge automatique, mais comme une promesse qu'il compte tenir. Quand on extrait enfin la jeune femme et qu'elle part vers l'hôpital dans mon ambulance, stable, consciente, en vie, je reste une seconde de trop sous la pluie à regarder Adrien retirer ses gants et il capte mon regard. Camille. Il dit juste mon prénom, trempé, épuisé,
Et il y a dans sa voix quelque chose de fragile, de nouveau, comme s'il laissait tomber une armure qu'il portait depuis nos 4 premières rencontres. Adrien. Est-ce qu'on pourrait, une fois, se voir ailleurs que sur un lieu d'accident? Je ne dis pas que je n'aime pas ces retrouvailles-là, mais j'aimerais bien apprendre à te connaître sans qu'il y ait une civière entre nous. Je devrais dire non. Je devrais penser à Julien, au ragot du service, à cette règle que je me suis fixée. Mais il pleut, il fait froid, et cet homme vient de tenir la main d'une inconnue pendant qu'on découpait de la tôle autour d'elle. Et je pense que si je dis non maintenant, je vais le regretter pendant très longtemps, peut-être pour toujours. Un café, dimanche. Rien de plus, répète-t-il, et son sourire s'élargit comme s'il avait gagné bien davantage qu'un café. Le dimanche arrive, gris et tranquille, tellement différent de nos rencontres habituelles que j'ai presque du mal à le reconnaître sans son uniforme, en simple pull bleu marine, assis à une table près de la vitre d'un petit café du centre-ville. On parle pendant 3 heures de tout, sauf du travail, ou presque son enfance dans une famille de pompiers depuis 3 générations, sa peur secrète de l'eau malgré son métier, mon rêve abandonné de médecine faute de moyens, ma passion pour les vieux films en noir et blanc que je regarde seul le dimanche après-midi quand je ne travaille pas. Pourquoi les urgences, alors? Si tu voulais être médecin, me demande-t-il, ses mains autour de sa tasse. Parce que j'ai compris que ce qui comptait pour moi, ce n'était pas le diplôme, c'était d'être là, au moment où les gens ont le plus besoin de quelqu'un. Le premier geste, le premier mot rassurant. Après, d'autres prennent le relais, mais ce premier instant m'appartient. Il me regarde longuement, et je sens que quelque chose bascule entre nous, quelque chose de plus grand que l'attirance simple des débuts. C'est exactement ce que je ressens en enfonçant une porte en feu, ce premier instant. On se comprend. Et c'est peut-être ça le plus troublant, 2 personnes qui passent leur vie professionnelle dans l'urgence des autres, qui savent reconnaître la peur véritable sous le vernis du calme, qui ont appris à dire les bons mots au pire moment, et qui pourtant, face à face, un dimanche après-midi ordinaire, ne savent plus très bien quoi dire pour parler d'elles-mêmes. Les mois passent, et notre histoire grandit doucement, entre les gardes décalées, les nuits où on ne se croise que 10 minutes dans un couloir d'hôpital, les dimanches volés quand nos plannings coïncident enfin. Ce n'est pas facile, un amour de gens qui travaillent la nuit pendant que le reste du monde dort. Et je comprends maintenant pourquoi tant de couples dans ce métier finissent par se séparer, épuisés par le décalage permanent, par cette impossibilité de partager les repas ordinaires, les soirées normales, les week-ends comme tout le monde. Il y a un soir, en mars, où tout manque de s'effondrer. J'apprends par une collègue qu'Adrien a été blessé lors d'une intervention, un effondrement partiel de plancher, rien de grave selon les rapports, mais je ne le sais pas encore quand la nouvelle m'arrive, brute, sans détail, et pendant 20 minutes interminables, je crois vraiment que je vais le perdre sans jamais lui avoir dit ce que je ressens vraiment. Je conduis comme une folle jusqu'à l'hôpital où on l'a transporté, mon uniforme encore sur moi. Et quand je le trouve assis sur un brancard, une entorse à la cheville et quelques égratignures, rien de plus, je fonds en larmes devant lui comme je ne l'ai jamais fait devant personne. « Camille, ça va, je vais bien », dit-il, surpris par mes larmes. « Tu ne comprends pas », dis-je, la voix tremblante. Pendant 20 minutes, j'ai cru que j'allais passer le reste de ma vie à regretter de ne pas t'avoir dit que je t'aime. Et je refuse de vivre ça encore une fois. Le silence qui suit dure une éternité, puis il tend la main vers moi malgré la douleur visible sur son visage, et il m'attire contre lui. Je t'aime aussi, Camille. Depuis le premier soir, avec le vieux monsieur et son chat. Je crois que je le savais déjà à ce moment-là, mais je n'osais pas y croire. Un amour né entre 2 appels d'urgence, ça semblait trop fragile pour être vrai. Aujourd'hui, presque 2 ans après cette nuit où nos regards se sont croisés pour la première fois devant l'immeuble de monsieur Berthier, on vit ensemble. On a appris à faire coïncider nos plannings impossibles. Et parfois, encore, le hasard nous envoie sur le même appel. Et à chaque fois, malgré les années, malgré la routine qui s'installe dans toute vie de couple, je sens la même émotion me traverser, en le voyant descendre de son camion rouge. Je repense souvent à cette question que je me posais au début, sur la possibilité d'un amour né dans l'urgence, dans la peur, dans l'adrénaline des autres. Je n'ai toujours pas de réponse universelle. Je crois que chaque histoire est différente, que certaines flambent et s'éteignent aussi vite qu'un accident sur l'autoroute, tandis que d'autres, comme la nôtre, trouvent leur calme après la tempête. Mais s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que ce petit chat gris tremblant sous un radiateur, un soir de pluie, a changé ma vie bien plus que je n'aurais pu l'imaginer, et je me demande parfois combien d'histoires d'amour commencent ainsi, par un geste minuscule et inutile que personne n'avait vraiment besoin de faire, sinon pour le simple plaisir d'être bon.